Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Product Backstage. Je suis Simon Robic, le CPO et cofondateur de Scrib, et c'est l'été. Alors pas de nouvel épisode de Product Backstage ce mois-ci, mais à la place on vous a préparé un best-of des épisodes qui sont sortis lors de cette première saison de Product Backstage, au cours de laquelle nous sommes allés rencontrer 7 équipes produits différentes. Dans ce premier best-of, parce qu'il y en aura aussi un autre le mois prochain, nous allons revenir avec nos invités sur la manière dont ils conçoivent leurs produits. Dans ces 7 épisodes, ils nous ont partagé leurs méthodes, leurs outils, leurs process et leurs conseils pour concevoir de bons produits, et on vous résume tout ça dans cet épisode best-of. On va voir qu'entre un startup studio comme eFounders ou un très gros éditeur de SaaS comme Atlassian, les méthodes de travail sont très différentes. On va voir s'il vaut mieux partir très vite en production ou si au contraire il vaut mieux itérer pendant plusieurs mois avec ses utilisateurs comme chez Partout. On va aussi voir comment un très gros projet stratégique pour l'entreprise a changé la manière dont Batch conçoit son produit, ou encore comment Comet Meetings a inventé sa propre méthode de conception produit afin de bien s'organiser et bien prioriser ses fonctionnalités. Alors c'est parti et bon best-of de Product Backstage. Exactement, sur Tableau, sur Call, etc. on commence à dire ok, on sait que l'entité pivot chez Roundtable, une des parties va être le deal ou les communautés, après derrière. Mais en gros, c'est de dire, ok, une fois qu'on a cette entité-là, je passe un peu sous silence la partie de qu'est-ce qu'elle doit avoir comme information, comme chose, mais c'est de dire déjà avant, on a cette entité, donc quels sont les statuts importants par lesquels elles vont passer et quelles sont les actions qui vont se passer, qui vont faire changer de statut ou qui vont créer des flows spécifiques de produits. Enfin, de parcours du produit. Et ça, vous le schématisez du coup, hein. Et ça, on le schématise avec une state machine. Ouais. Donc assez bateau, en vrai, c'est un truc un peu comme ça, tu vois, si on prend un peu la chose, c'est de se dire, voilà, il y a des boîtes, il y a un email qui est envoyé, le mec est invité, blablabla, enfin, on va pas venir sur le détail, mais en gros, tu vois un peu le schéma et en fait, tu as un flow qui est assez logique là-dessus. Sur une première version de l'expérience, quand même, vous essayez de schématiser tous ces trucs-là. Et une fois qu'on a ces choses-là, enfin ces boîtes-là, l'idée, c'est de dire, ok, maintenant, d'un point de vue interface, en wireframe, à quoi ça ressemble? C'est de dire, ok, du coup, je veux créer un deal, par exemple. Comment est-ce que je le schématise? Donc, créer un deal, qu'est-ce que ça veut dire? Vous rentrez hyper tôt dans la matérialisation du produit, un peu. Ouais. C'est pas simplement une spec fonctionnelle écrite sur un Notion, voilà, une spec fonctionnelle juste écrite, hyper tôt. Avant même ça, vous rentrez dans du design en fait. C'est pas réellement du design. Enfin, je pourrais te montrer, tu verras une partie wireframée, une partie designée, tu vois. En fait, c'est un binôme où moi je bosse là beaucoup avec Megan. Et l'idée en gros, c'est que moi je lui mette tous les besoins fonctionnels, donc le réel scope du PM, classique comme on entend. Et après, on va un peu plus loin. Pourquoi? Parce que chez eFounder, le wireframe, ça a toujours été dans l'ADN d'eFounder, très important, dans le sens où c'est un énorme support de communication. Ouais. Ça permet d'aligner tout le monde, que les gens soient produits, pas produits, etc. Le fait de tout mettre sur une autre Notion grosse comme ça, les gens ne comprennent pas forcément toutes les choses. Ils ont plus de mal à se projeter dans ce à quoi ça va ressembler. Tu leur montres un écran par contre, ils disent « Ah ok d'accord, je vois, etc. » Et après, ils posent même des questions instinctives en disant « Si je clique sur ce bouton, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et ça te permet de penser tous les flows et de dire « Ok, voilà, on met des briques du X. » Après, l'idée, c'est que Megan et du coup le design revient sur cette brique du X et qu'on la challenge. Donc elle vient faire ses propositions d'agencement. On en discute, on voit ce qu'on prend pas, etc. Et après, par contre, elle met sa couche d'UI. C'est pour ça que tu disais, c'est pas encore du design, on est plus sur du wireframe, c'est qu'on n'est pas à l'étape de je crée une interface pixel perfect et tout. Exactement. J'ai pas encore réfléchi vraiment à l'UX et à l'UI, mais tu vas montrer des choses quand même. Exactement. C'est pas juste du texte. Et on va se mettre d'accord, tu vois, par exemple, là, donc chaude, tu vois, là, ça va être la page qui va être la plus parlante à montrer, tu vois, visuellement, pour te montrer genre le wireframe ce que c'est et le design ce que c'est. Okay. Donc là, c'est encore du wireframe. Ça, c'est du wireframe. Tu vois que c'est beau parce que on a, en gros, avant on utilisait Whimsical, qui est un outil en gros vraiment de wireframing assez basique avec des éléments du Wikit. Sur lequel t'as montré la state machine, exactement. Machine, Et en fait, on a migré pour tout ce qui est process de produit à design, que ce soit plus facile. On a tous migré sur Figma, mais par contre, toute la bibliothèque de composants qui existe dans Whimsical, on a créé une librairie sur Figma qui me permet en fait de drag and dropper. Genre un bouton, tu vois, il sera toujours comme ça. Tu peux éventuellement changer les couleurs, des choses comme ça, mais factuellement, en fait, tous les précomposants sont pré-packagés, donc ce qui fait que tu as l'impression que c'est super beau, mais en fait… Tu as fait des copier-coller. Voilà, j'ai fait des copier-coller d'un composant qu'on a pré-packagé avant. Ok.
Donc là, tu vois, c'était une communauté. Donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, je mets la page d'une communauté qui est un regroupement de différents membres autour d'un business angel ou d'une team de business angel charismatique, on va dire. Et l'idée, en gros, tu vois, c'était un peu de dire, bah voilà, dans cette truc-là, je vais avoir ces infos-là qui sont importantes, donc la team, les deals qui sont importants, la description, ces choses-là. Et de l'autre côté, tu vois, quand ça passe au wireframe, qu'on valide le fonctionnel, de se dire, je veux afficher ça comme info à tel endroit, etc., qu'on puisse apply, donc s'abonner ou rejoindre une communauté. On s'est mis d'accord là-dessus. Après, donc cette validation, le fait que vous vous mettiez d'accord, c'est quoi? C'est une réu? C'est une réu, c'est de l'asynchrone, c'est un peu de tout. C'est un mix entre l'asynchrone. Moi, je leur pose des wireframes en disant « Ok, j'ai avancé, shootez-moi vos amis, mettez-moi des commentaires sur Figma. » Et j'itère dessus, on se fait aussi un petit meeting pour ce synchro en disant « Ok, on part là-dessus. » Donc dès cette étape-là, il y a quand même un processus itératif entre ton premier wireframe et le design. Tu peux avoir plusieurs wireframes. Plusieurs wireframes en se disant « Bah attends, finalement, en fait, cette info, elle sert à rien, on l'enlève. Okay. Ou on accentue plutôt cette info-là, etc. » Et ce qu'il faut voir, tu vois, c'est que tu as des blocs qui sont très accentués centraux et tu as des blocs qui le sont moins sur le côté. Et tu vois, ça déjà, d'un point de vue UX et conception, c'est des choses sur lesquelles on commence à plancher. D'accord. Et derrière, en fait, l'idée, c'est que Megan, tu vois, elle m'accompagne sur ces sujets-là. C'est moi qui produis les wireframes, mais au même titre que les fondateurs, tu vois, elle vient donner son avis en disant « Je pense qu'on pourrait… elle vient déjà influencer les choix produits. Okay. Et derrière, on arrive sur une page un peu comme ça, tu vois, qui n'a mais strictement rien à voir en termes de… Tu vois que la structure est à peu près similaire. Tu vois que tu as les deals qui sont là, retrouve les grands concepts en fait. Tu retrouves les grands concepts, mais en termes d'UI, c'est pas du tout la même chose, ça c'est clair. Et en termes d'UX, tu vois qu'on a quand même changé des placements, on a remodulé des choses. Et en fait, tu vois qu'il y a eu un gros travail entre le produit et le design. Et en fait, tu vois, même si historiquement, le produit a un peu un pan d'aller à marcher sur le design, on sait mettre la frontière en disant « Ok, ça c'est réellement du fonctionnel et des premières briques du X parce que c'est important de poser les choses sur papier, de communiquer autour de ça. Mais par contre, dès que c'est sorti, en gros et que c'est dans les mains du design, là c'est un peu Big Bang et on re-challenge un peu l'UX. Alors lui, c'est clair que ça change du tout au tout. Ouais. Et voilà. Et après, on fait ça, on déplie ça sur beaucoup de features pour derrière dire, bah voilà, chaque bloc, pouf, pouf, on les prend un par rapport à la state machine dont je t'ai parlé. Tu vois, tu dis, bah voilà, ce flow-là, il est taclé. Okay. Et moi, je fais uniquement les flows dans la masse. Tu vois, genre, si je te dézoome, tu vas voir un peu la grandeur du bazar. Okay. Tu vois, il y a beaucoup de flows qu'elle a fait. Okay. Là où moi, j'ai été moins exhaustif. J'en ai fait que quelques-uns. Ouais. En fait, j'ai fait les parcours critiques qui sont importants et après, le reste, c'est là aussi où ça donne de la liberté au design en disant bah, « Ok, qu'est-ce qui se passe quand je veux quitter une communauté, quand je fais des trucs comme ça ?» Où là, en fait… Tous les petits corner cases. Voilà, ces petits trucs-là, tu vois, en termes de produits, tu sais que fatalement, tu as prévu le bouton pour créer la chose. Mais qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une modale? Est-ce que c'est un panel? Est-ce que c'est un bouton qui fait une action directe, etc. Ça, franchement, tu peux laisser la main au design de se dire, bah voilà, dans la grosse masse, moi, je peux faire des propositions et on en discute, mais c'est fait un peu en bonne intelligence. C'est con. T'as 100 personnes dans la boîte, il y a forcément quelqu'un. Alors déjà, tu as des experts du CRM, donc ils parlent à des clients qui eux-mêmes ont l'email dans leur besace. De temps en temps, tu collectais un peu à la marge des feedbacks de tes clients sur l'email. Donc tu vas voir les équipes du service client. Chez nous, c'est CSM, Solution Engineers, Customer Care. Tu vas voir ces équipes-là, tu leur dis qu'est-ce qu'ils vous disent les clients sur l'email. Est-ce qu'il y a des frustrations qui émergent parce qu'en fait, ce que tu sais chercher, c'est une stratégie produit. Et la stratégie produit, c'est… ma stratégie, ça ne peut pas être comme quand on a fait Batch au début, il y a 8 ans, on veut être un acteur du mobile engagement et on va construire le produit minimal qui va prendre ce marché-là. Là, tu sais que le marché est complexe et donc il va falloir trouver une stratégie. Voilà, il y a déjà les acteurs en place. Il faut que tu trouves une stratégie pour t'insérer le plus rapidement possible. Et t'insérer, ça veut dire, je trouve l'espace qui est le plus mal adressé aujourd'hui par le marché, qui génère le plus de frustration, parce que c'est ça que je vais construire. Si tu vas construire le produit qui fait tout, il y a de grandes chances que tu te sois juste mis au niveau des autres et que tu y aies passé 2 ans, et en fait, tu ne prends pas le marché avec un produit comme ça. Et en même temps, le risque, c'est de ne pas couvrir un peu les must-have que tu as dans les autres solutions. Si tu couvres que les trucs qui ne font pas, exactement. Ils vont quand même te demander d'avoir… Et là, on revient à la partie renonciation du rôle du product manager, c'est d'accepter l'idée qu'une fois que tu as choisi ta stratégie, le reste, il renonce en tout cas pendant un temps.
Donc bon, on a beaucoup, on est reparti dans nos outils pour retrouver des vieux feedbacks. On a re-questionné les équipes, toutes les équipes en tout cas de la top line, donc les équipes commerciales, marketing. Donc en interne, tu parles à tes sales. En interne, tu parles, tu fais vraiment des interviews en interne. Ouais. On a embauché un gars qui a été head of product d'un grand ISP, donc d'un grand emailer européen, qui est venu nous aider un peu à conduire des interviews avec nous. Il était entre deux jobs, il avait du temps. Donc on est allé dire, voilà, tu vas parler à des clients, mais donc tu sauras. C'est une mission un peu temporaire. Il est arrivé chez vous pour exactement, travailler, vraiment pour faire des interviews. D'accord. On l'a embauché pour faire des interviews, en se disant, toujours en ayant des questions les plus ouvertes possibles, il a un niveau d'expertise qui fait qu'il aura le bon niveau de discours par rapport à nos clients experts de l'email pour comprendre ce qu'ils font, etc. Et en fait, on est sorti de cette période qui a duré quand même, je dirais, 3-6 mois. Tu vois, on lève des fonds. Et juste, pardon, là tu vas interroger tes clients déjà existants. Là, pas des prospects, je vais interroger des clients existants. Des clients, parce que j'ai la chance d'avoir des clients qui, a priori, sont les premiers clients de ma nouvelle offre autour de l'email. En tout cas, de Batch qui devient un acteur crédible de l'omnicanalité, donc de capacité à orchestrer des stratégies sur tous les canaux. Là, en l'occurrence, le plus important à ce moment-là, c'est l'email. Donc oui, on va faire des interviews avec des clients. Ils nous disent beaucoup de choses très intéressantes. Ils nous disent là où ils souffrent. Ils nous disent aussi là où ils ne voient pas le problème. Là, ils nous disent, ça marche. Et c'est dur, ça. C'est dur de faire émerger des problèmes à partir de là. Mais bon, 6 mois plus tard, on sort, là, en début de cette année-là, avec un angle stratégique qui sera la stratégie produit qu'on va déployer, à savoir, c'est quoi le premier produit qu'on va mettre sur le marché, quelle tête il aura, comment il va s'insérer, en tout cas, dans ce monde-là. Et à ce moment-là, ce qui semble le plus évident, c'est que les scénarios d'automatisation marketing autour de l'email sont les plus mal adressés. Les clients font très bien. Des séquences d'emails. Exactement. Des emails en fonction d'actions d'utilisateurs. Je te donne un cas vraiment simpliste. Quand tu es chez un e-commerçant, sur un site e-commerce et que tu ajoutes un produit à ton panier, tu fais autre chose. Tu as 50 onglets ouverts, ça sonne à ta porte. Bon, tu oublies le truc, ce qu'on appelle l'abandon de panier en France. Ça paraît simple. On pense que tous les e-commerçants le font. En fait, ce qu'on voit, c'est que les e-commerçants, les tout petits e-commerçants, qui souvent utilisent Shopify par exemple, ont accès à une bibliothèque de plugins qui font ça rapidement. Les très très gros, les énormes du e-commerce, souvent sont sur des technologies maison ou sur des CRM très historiques, très lents, pas temps réel, etc. Et en fait, il y en a plus des 2/3 qui n'ont toujours pas ces scénarios en place. Et on est en 2022. Donc là, on se dit, le message transactionnel qui est votre compte est créé, validez-le, plutôt bien adressé, pas vraiment de pain chez les clients. La grosse newsletter marketing envoyée à 5 millions de personnes, tu sens qu'il y a des pains, mais comme je viens de le dire, il y a tellement de must-have à construire avant d'aller adresser ces pains qu'il y a beaucoup de coups à prendre, on ne va pas commencer par ça. Par contre, l'email automation, là on sait en fait qu'on repose sur tellement de choses qu'on fait très bien dans notre produit existant, que c'est là qu'on va s'insérer, par un produit complémentaire qui ne va pas essayer d'aller remplacer les solutions du marché, mais qui va dire, je comprends le risque d'aller prendre une solution supplémentaire dans votre stack, mais on va le prendre sous l'angle de la valeur, vous ne faites pas ces scénarios, vous avez envie de les faire, vous les faites très bien avec nous sur les notifs push. En fait, il n'y a pas beaucoup plus de setup à faire, parce qu'on a déjà votre donnée client, on a déjà les actions des clients qui vont être de déclencher ces messages. Et donc faites-nous confiance, on va y aller ensemble. Là, tes 4 sujets sont bien identifiés, mais en réalité, comment est-ce que, en amont de ça, vous avez choisi de travailler plutôt sur ces 4 initiatives et peut-être d'en laisser d'autres de côté? Comment se fait ce travail? Est-ce que c'est lors des phases de discovery où en fait tu vas avoir à un moment donné, on ne sait pas sur quoi on va travailler, donc on va partir vraiment à zéro dans la discovery, et donc en fonction de si je suis Jedi ou Mad, c'est moi qui vais avoir la tâche de découvrir les prochains sujets, ou est-ce qu'il y a d'autres manières pour vous d'aller identifier ces initiatives? Alors ça, c'est une bonne question, c'est une question product classique. Pour ça, pour savoir quel est le prochain grand sujet, quelles sont les priorités, là on va plutôt partir d'une approche top-down, assez classique. C'est quoi les objectifs de la boîte? C'est quoi les OKR? Et comment est-ce que ça peut se traduire derrière en projet chez nous? Donc là, on va s'alimenter de data, de feedback terrain. On va aussi être influencé par ce qui se passe autour de nous. Donc typiquement, l'ouverture ici de Workplace, c'est un sujet qui a amené forcément sa contrainte temporelle. Il faut qu'on soit prêt pour telle date. Donc c'est tout ça qui va faire qu'on va choisir plutôt tel grand sujet ou tel grand thème que tel autre. Et après, à nous, produits, de dire pour traiter un OKR en particulier ou un KPI en particulier, par exemple, augmenter la part du online dans les réservations de salles, sur quelle est la meilleure méthode ou quel est le meilleur levier. Et c'est là, par exemple, que la discovery d'un Anto
va intervenir. C'est une fois que le grand thème est identifié, c'est concrètement comment on s'y prend pour être sûr d'avoir le levier qui sera le plus efficace par rapport à l'objectif qu'on poursuit. Ok, hyper clair. Donc finalement, cette méthode-là, elle vous permet aussi d'aller identifier ces grands sujets qui peuvent descendre d'objectifs d'entreprise, mais de la manière dont vous les réalisez concrètement, c'est via ces différents cycles avec les rôles qui changent que vous allez pouvoir concevoir ça, quoi. On voit que de votre côté, il y a eu beaucoup de travail en amont de réflexion, d'identification des problèmes, des hypothèses de solutions, plusieurs versions de design différentes. Donc là, on a vu celle que vous avez, sur laquelle vous êtes arrêté, sur laquelle vous êtes parti en production. Dans le premier épisode de Product Backstage, quand je discutais avec Alexandre chez eFounders, il me disait que eux, ils essaient de réduire au maximum cette partie-là, partir en production le plus rapidement possible, et après mesurer l'usage et comment est-ce qu'ils vont itérer. Comment est-ce que cette partie-là s'est passée pour vous, cette mise en production? Et puis justement, qu'est-ce que vous mesurez maintenant que c'est en production pour voir si les choix que vous aviez faits ici en design, en conception, sont les bons, ou si vous avez toujours besoin d'itérer et de changer des choses? Oui, alors du coup, c'est vrai que là, pour cette stratégie de lancement, en tout cas de mise à jour, c'était en fait un peu différent, je pense, de ta discussion avec Alexandre, parce que là, on était sur le produit historique de partout, donc voilà, avec beaucoup d'usages. Et on avait le temps d'itérer de notre côté pour finalement essayer de proposer la meilleure solution. Mais c'est vrai que des fois, en fonction des produits, en fonction des fonctionnalités, on va essayer d'aller parfois beaucoup plus vite dans cette phase d'itération design, vraiment quelques semaines, pour pouvoir mettre en production et là récolter les informations directement de la part du utilisateur en production. Mais là, comme je disais tout à l'heure, avec la formation nécessaire de notre côté pour les clients, pour bien qu'ils comprennent les changements et justement qu'ils s'approprient aussi cette nouvelle plateforme, l'idée c'était de faire une première version sur laquelle on était vraiment tous très très alignés, avec beaucoup de confiance. Ok. Voilà, nous. Comme vous êtes sur un produit un peu historique et comme tu le disais tout à l'heure, avec des types de clients qu'il faut accompagner dans le changement, vous préférez prendre plus de temps sur la conception, le design, etc. pour être davantage sûr et convaincu, on va dire, de la solution que vous mettez en production, mais sur certains autres produits que vous pouvez avoir, là, vous pouvez raccourcir ce délai et partir beaucoup plus vite en prod, quoi. Exactement. Okay. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews utilisateurs. Voilà, vraiment avec les maquettes finalisées pour l'utilisateur, c'était presque en production. Il pouvait naviguer dans la page, etc. Pour récolter les feedbacks juste avant le lancement, voir un peu comment l'utilisateur aussi avait besoin d'être informé du changement pour préparer aussi tout ce plan de formation. Et ensuite, donc là, après le lancement, on va faire d'autres interviews utilisateurs, donc soit avec les mêmes personnes, soit d'autres personnes également, pour là ajuster et faire de l'itération après continue en fil rouge sur cette page. Et donc du coup, ce qu'on va traquer, donc nous le plus important, c'est vraiment le fait que nos utilisateurs vont plus compléter leur fiche, donc vont essayer d'atteindre le 100% de complétion. Donc ça, c'est le KPI principal. Et ensuite, en dessous, pour comprendre l'usage et la navigation à l'intérieur de cette page, on va vraiment traquer si les utilisateurs ils comprennent que ce code couleur, le orange, montre à un utilisateur qu'il y a un problème, qu'il faut qu'il clique dessus pour modifier, corriger, s'ils vont jusqu'au bout, s'ils arrivent à corriger aussi le problème. Et donc ça va être un deuxième KPI qu'on va vraiment suivre pour se dire est-ce que ce pari qu'on a fait de couleur, il est intéressant. Et sur la gamification, là, ça va être plus à travers le quali, lors des interviews, de voir un peu comment les utilisateurs comprennent ces changements de niveau, qu'est-ce qu'ils en pensent. Les badges que tu montrais tout à l'heure. Les badges, exactement. Et oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas montré la petite animation quand on change de niveau. Il y a une petite animation avec des paillettes qui dit bravo, vous avez monté un niveau, continuez comme ça. Le wording aussi s'adapte sur la page. Bref, voilà, ça c'est des petits product delight autour. Mais ce qu'on a trouvé très intéressant aussi lors des échanges avec les clients, c'est que certains clients nous disaient que eux, pour motiver les commerçants, les dirigeants d'enseigne, à aller compléter, alors eux, ils ne faisaient pas forcément sur la complétion, mais pour être engagés, ils le faisaient sur les avis. Donc en gros, par exemple, le directeur marketing allait mettre en place des sortes de récompenses en disant ok, là l'idée c'est que vous atteigniez 50% de réponses à vos avis en moins de
je sais pas, 5 heures, ou enfin je ne sais pas trop les chiffres, mais en tout cas, en gros, ce système de gamification de challenge un peu. De challenge en fait en local, géré donc par le directeur marketing par exemple, ou la personne qui s'occupe du digital dans les enseignes, existait déjà. Pas pour ce produit-là, pour un autre produit, mais alors nous, il n'existe pas sur partout, on ne l'a pas sur les reviews, mais en tout cas, ça confortait l'idée que, en termes de concept, on se rapprochait de ce que pouvaient faire nos clients de façon naturelle chez eux, sans utiliser partout, quoi. Donc potentiellement, ça vous ouvre la porte à dupliquer ce système-là que vous avez mis dans ce produit à d'autres parties de votre offre, en fait, quoi, oui, complètement. Oui. Que ce soit une idée produit, que ce soit une fonctionnalité ou que ce soit un produit au complet, on définit en gros 5 phases. La première, c'est on doit arriver à, oui, il y a un gros problème, Atlassian est la bonne entreprise pour répondre à ce problème, et on a plein de validations que ce problème est un vrai problème omniprésent chez nos clients. Deuxième étape, je ne dirais pas des phases, parce que ce n'est pas comme si tout ça, c'était de manière super linéaire. D'abord, tu fais ça, après, tu fais ça, après, tu fais ça. C'est vraiment plus, il faut qu'on soit capable d'avoir une assez bonne réponse, mais particulièrement sur les problèmes ici, particulièrement sur les solutions ici. Donc, Explore, c'est plus, OK, maintenant qu'on a ces problèmes, est-ce qu'on a une réponse à ces problèmes-là? Est-ce qu'on est capable de créer une solution qui pourra y répondre? Et ça, on ne le sait pas trop au départ, mais on doit être capable d'être assez sûr que les problèmes sont forts et sont partout, pour justifier d'avoir une équipe de 3, 4, 5 qui puisse avoir un certain moment, par exemple 3 mois, pour explorer des solutions potentielles et de les tester. Après, il y a quand on a problèmes qui sont validés ici, revalidés là, et une solution qui a l'air pas mal, qui a été testée, qui a été validée avec un certain nombre de clients, et on va plus là se dire, voilà, on sait que c'est faisable, on sait que c'est quelque chose qui répond aux problèmes. On a un assez bon niveau de validation là-dessus. On veut une équipe un peu plus importante pour se dire maintenant, on va essayer de lancer un produit en alpha. Donc ça, c'est la partie make. Ensuite, si jamais on arrive à passer ça, donc 90% de nos produits qui sont rentrés dans le programme, elles sortent avant là. Il y a, je crois, 5 produits sur les 100 et quelques qui ont pitché qui sont arrivés à la phase d'après, qui est Impact, qui est, voilà, maintenant, c'est un produit qui a montré de la valeur avec un certain nombre de clients. On veut le lancer de manière publique en bêta et s'assurer que, en fait, c'est capable de marcher, mais maintenant avec un nombre de clients suffisant. Parce qu'on est Atlassian, si c'est uniquement valable pour 100 clients, ça va pas suffire pour nous. Il faut qu'on soit capable de le vendre à des centaines de milliers de clients. Donc, c'est cette phase-là où, dans une bêta, en fait, on continue à itérer sur le produit et à se focaliser plus sur des problématiques après d'onboarding, de réduction de churn et autres, pour s'assurer qu'en effet, c'est quelque chose qui puisse fonctionner pour une large partie de nos clients, pour ensuite arriver dans la dernière étape. Donc, je crois qu'on est 2 produits maintenant à être dans sa dernière étape, qui est de créer un business à partir de ce produit. Et donc, c'est la partie où on passe de bêta à General Availability et qu'on est en train de préparer en ce moment. Là, ça va arriver dans quelques semaines. Donc, ça, c'est les étapes clés. Les questions principales ici, c'est est-ce qu'on a un bon problème? Est-ce qu'on a la bonne boîte pour aller après ces problèmes-là? Est-ce qu'on a des idées de solutions qu'on peut explorer? Cette partie-là, c'est les solutions. Là, c'est vraiment quand on va à fond sur la construction parce qu'on les a testées. Et après, c'est des choses qui sont peut-être plus communs dans les équipes produits que j'ai trouvées. Continuer à itérer sur le produit pour qu'il soit valable sur de plus en plus de personnes. Ok, hyper clair. Voilà, c'était le best-of spécial été de Product Backstage, le premier, il y en aura un autre le mois prochain, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, et n'oubliez pas aussi, si vous les avez loupés jusqu'ici, de regarder les différents épisodes, les 7 premiers épisodes que nous avons sortis, ils sont tous sur notre chaîne YouTube. Je vous dis rendez-vous le mois prochain pour un nouveau best-of, où l'on parlera cette fois-ci de la manière dont on peut mieux impliquer ses utilisateurs dans la conception de son produit, avec là aussi les exemples de nos 7 premiers invités lors de cette première saison de Product Backstage. À très vite.